Bonsoir. Installez-vous confortablement et préparez-vous à vous laisser emporter par le sommeil. Imaginez le silence abyssal de l'espace. Au milieu de milliards d'étoiles, certaines se sont éteintes il y a très longtemps. Pourtant, leur mort n'a été que le prélude à une nouvelle vie, étrange et inattendue. Et si c'était là, en orbite autour de la carcasse consumée d'une étoile géante, que l'humanité avait fait sa première rencontre avec quelque chose d'inexplicable? La conférence de ce soir, conçue pour vous accompagner vers le sommeil, est dédiée à l'un des plus grands mystères de l'astronomie, l'histoire d'étranges signaux émis par une étoile à neutrons. Ces signaux ont obligé les scientifiques à se demander: s'agit-il d'une simple coïncidence, d'un phénomène naturel unique, ou bien d'une surveillance intentionnelle orchestrée par une intelligence non humaine? Nous allons voyager ensemble jusqu'à un lointain pulsar afin de tenter de comprendre ce qui se cache réellement sur son orbite. Est-ce un objet volant non identifié ou la plus grande erreur des astronomes? Laissez-nous démêler ce mystère ensemble, tandis que vous vous laissez glisser doucement vers le sommeil. Pour saisir toute la portée de notre histoire, nous devons d'abord faire la connaissance de son personnage principal. Ce n'est pas un être humain, mais un objet cosmique d'une nature incroyable. On l'appelle l'étoile à neutrons. Imaginez une étoile bien plus massive que notre propre Soleil. À la fin de son existence, elle explose en supernova. Cette déflagration projette ses couches externes dans l'espace. Et ce qui subsiste au centre se contracte sous l'effet d'une gravité colossale. Le noyau s'effondre à tel point que les électrons sont pressés contre les protons, formant ainsi des neutrons. C'est ainsi que naît l'étoile à neutrons. C'est une sphère minuscule, à l'échelle cosmique, d'un diamètre d'à peine une vingtaine de kilomètres. Pourtant, cette sphère contient une masse supérieure à celle de notre Soleil. Une simple cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait des milliards de tonnes. Certaines de ces étoiles tournent à une vitesse vertigineuse, émettant depuis leur pôle magnétique d'étroits faisceaux d'ondes radio. Ces faisceaux traversent l'univers, tels les rayons d'un phare cosmique. Et si l'un de ces faisceaux croise la trajectoire de la Terre, nos radiotélescopes le captent comme une impulsion répétitive, d'une précision absolue. C'est ce que nous appelons un pulsar. Leur régularité est comparable à celle d'une horloge atomique. Et c'est justement un tel pulsar, nommé PSRB 1257+12, qui est à l'origine de notre mystère. L'histoire que nous allons raconter débute en 1990. L'astronome polonais Aleksander Wolszczan, alors qu'il travaillait au sein du célèbre observatoire d'Arecibo, étudiait les données provenant du pulsar PSRB 1257+12. Ce résidu stellaire éteint, situé dans la constellation de la Vierge, transmettait fidèlement ses signaux. Les pulsars sont des étalons de précision. Leurs impulsions arrivent avec une périodicité prévisible, presque impeccable. Tout décalage par rapport à ce calendrier attire immédiatement l'attention des scientifiques. Et Wolszczan remarqua quelque chose d'étrange. Le moment où arrivaient les impulsions de son pulsar variait légèrement, mais systématiquement. Les signaux arrivaient tantôt un peu en retard, tantôt un peu en avance. C'était comme si une horloge incroyablement précise commençait soudainement à perdre le rythme. Dans le monde de l'astronomie, où tout repose sur la précision des mesures, une telle anomalie était un événement absolument exceptionnel. La première hypothèse fut, bien sûr, celle d'une erreur. Une défaillance de l'équipement, une erreur dans les calculs, ou des interférences provenant de sources terrestres. Mais les vérifications successives démontrèrent que le télescope fonctionnait parfaitement. Le mystère n'était pas sur Terre. Il se trouvait là, dans l'espace lointain, à plus de 2000 années-lumière de nous. Mais qu'est-ce qui pouvait bien rendre le comportement de ce phare cosmique si étrange? La clé résidait dans les lois de la gravité.
Alexander Wolszczan a émis l'hypothèse que le pulsar n'était pas seul. Un objet massif devait orbiter autour de lui et, par son champ gravitationnel, déplacer légèrement l'étoile elle-même. Lorsque, sous l'effet de cet objet, l'étoile se rapprochait de nous, le chemin parcouru par le signal radio était raccourci, et l'impulsion arrivait plus tôt. Inversement, quand l'étoile s'éloignait, le trajet s'allongeait et l'impulsion était retardée. Il s'agit d'un phénomène bien connu, l'effet Doppler. En analysant la nature de ces oscillations, il était possible de calculer la masse et l'orbite de ce satellite invisible. Les calculs de Wolszczan ont abouti à une conclusion stupéfiante. Non pas un, mais au moins 2 corps tournaient autour de cette étoile morte. Et leur masse était comparable à celle de véritables planètes. C'était une véritable sensation. Jusqu'alors, l'humanité n'avait identifié aucune planète en dehors de notre système solaire. Et là, on en découvrait 2 à la fois, et ce, dans l'endroit le plus improbable qui soit, en orbite autour d'un pulsar, une étoile ayant survécu à l'explosion cataclysmique d'une supernova. L'idée même paraissait absurde. Comment ces planètes avaient-elles pu survivre à un tel cataclysme? Où s'étaient-elles formées après cet événement? Cette nouvelle fut accueillie par la communauté scientifique avec un scepticisme retentissant. L'idée de planètes orbitant autour d'un pulsar paraissait si farfelue que la plupart des astronomes l'ont immédiatement considérée comme une aberration. Peu de temps auparavant, un autre groupe de chercheurs avait déjà annoncé la découverte d'une planète de pulsar, mais avait dû rétracter son article par la suite. Il s'était avéré qu'ils n'avaient là pas tenu compte du mouvement de la Terre autour du Soleil dans leurs calculs, créant ainsi une simple illusion de signal planétaire. Tout le monde s'attendait à ce que l'annonce de Wolszczan connaisse exactement le même sort, qu'une explication simple et terre-à-terre serait trouvée pour justifier cette anomalie. La pression exercée sur le scientifique était colossale. Il devait soit prouver au monde entier qu'il avait raison, soit admettre l'une des erreurs les plus retentissantes de l'histoire de l'astronomie. Pourtant, Wolszczan avait une confiance inébranlable dans ses observations. Il a poursuivi ses travaux, accumulant toujours plus d'informations qui venaient confirmer son hypothèse initiale. Les fluctuations des signaux étaient trop régulières et trop complexes pour être le fruit d'une simple erreur de mesure. Elles pointaient vers l'interaction gravitationnelle d'un système entier de corps célestes. Le monde entier retenait son souffle en attendant le verdict final. Est-ce que les toutes premières exoplanètes allaient réellement être découvertes dans un tel environnement infernal? En 1992, Alexander Wolszczan et son collègue Dale Frail publiaient un article destiné à bouleverser notre compréhension de l'univers. Ils y présentaient la preuve irréfutable de l'existence de 2 planètes en orbite autour du pulsar P-SRB 1257+12. Plus tard, une 3e planète, encore plus petite, fut également confirmée. Il s'agissait de la première découverte confirmée d'exoplanètes dans l'histoire de l'humanité. L'ironie du sort était que ces mondes avaient été découverts là où l'on s'y attendait le moins. Non pas autour d'une étoile paisible semblable à notre Soleil, mais autour du cadavre en rotation d'une ancienne supergéante, arrosant ses environs d'un rayonnement implacable. Ces planètes reçurent des noms lugubres issus de la mythologie, Draugr, Poltergeist et Phobetor. Des noms associés aux morts vivants et à la peur qui convenaient parfaitement à ces mondes nés des cendres. Mais la question principale demeurait sans réponse. Comment étaient-elles apparues là? D'où venaient les planètes d'une étoile morte? Cette énigme a donné naissance à 2 grandes théories scientifiques, chacune étant incroyable à sa manière. La première théorie avance qu'il s'agit de planètes rescapées. Il est possible qu'avant l'explosion de la supernova, l'étoile possédait son propre système planétaire. Lorsque l'étoile a commencé à se dilater
et à se transformer en géante rouge, elle aurait englouti les planètes proches. Mais les géantes gazeuses plus éloignées auraient pu survivre. Puis, l'explosion elle-même s'est produite. L'onde de choc extrêmement puissante aurait dû éjecter de leur orbite tous les mondes restants. Cependant, selon cette théorie, si les conditions étaient très spécifiques, l'explosion aurait pu être asymétrique. Et si tout s'était aligné parfaitement, les noyaux rocheux des anciennes géantes gazeuses auraient pu demeurer sur des orbites stables autour de l'étoile à neutrons nouvellement formés. C'est un scénario qui exige un concours de circonstances absolument incroyable. Il y a beaucoup trop de « si ». Les chances qu'un tel événement se produise sont infimes. La majorité des scientifiques considèrent cette version comme extrêmement improbable. En effet, même si ces planètes avaient survécu par miracle, leurs orbites seraient très allongées et instables, et non pas quasi circulaires et parfaites, comme celles des planètes de Voltschan. C'est pourquoi les astronomes penchent pour la seconde théorie, tout aussi surprenante. La deuxième théorie est appelée celle de la seconde génération. Selon elle, les planètes se sont formées après la mort de l'étoile. Lorsque la supernova a explosé, elle a éjecté une quantité phénoménale de matière dans l'espace environnant. Une partie de cette matière n'a pas été perdue définitivement dans l'espace, mais a été capturée par la gravité de la jeune étoile à neutrons. Ce matériau a formé autour du pulsar ce que l'on appelle un disque résiduel. Il est très similaire au disque protoplanétaire à partir duquel notre propre système solaire s'est jadis formé. Et c'est dans ce disque, composé des cendres de l'étoile explosée, qu'a débuté le processus de formation de nouvelles planètes. Au fil de millions d'années, les particules de poussière et de gaz se sont agglomérées, donnant naissance à des objets de plus en plus massifs, jusqu'à ce que, finalement, les 3 mondes rocheux que nous observons aujourd'hui soient formés. Cette théorie semble d'ailleurs plus plausible. Elle explique la stabilité et la circularité des orbites planétaires. Elle clarifie également leur composition. Pour l'essentiel, nous assistons à une véritable renaissance planétaire, l'émergence d'un nouveau système sur les ruines de l'ancien. Mais même cette théorie, pourtant si cohérente en apparence, laisse place au doute et à des idées alternatives. C'est là que nous abordons le point le plus fascinant. Une zone grise où la rigueur scientifique se heurte à des hypothèses que d'aucuns qualifieraient de pure science-fiction. Et si les anomalies observées dans les signaux du pulsar n'étaient pas causées par des planètes? Et si c'était tout autre chose? Cette idée est apparue presque immédiatement après la découverte. Les signaux étaient étrangement parfaits, trop précis, trop stables. La nature, certes, est capable de créer des mécanismes d'une précision incroyable comme les pulsars eux-mêmes. Mais un système planétaire entier doté d'une dynamique aussi idéale? D'où la question que certains se sont posée, ce signal ne pourrait-il pas être artificiel? Ne serions-nous pas en train d'observer une technosignature, c'est-à-dire la preuve d'une activité menée par une civilisation intelligente? Cette hypothèse nous mène immédiatement sur le territoire des ovnis. Non pas dans le sens de soucoupe volante, mais dans son acception originale, objet volant non identifié, ou, dans ce cas précis, un objet en rotation non identifié, un objet dont la nature nous échappe totalement. Et si celui-ci est effectivement artificiel, qu'il a créé, et dans quel but, dans un endroit aussi lointain et étrange? Prenons un instant pour imaginer que ces objets ne sont pas des planètes, mais qu'il s'agit d'objets artificiels en orbite autour d'un pulsar. Quel pourrait être leur objectif? L'une des hypothèses les plus répandues est celle d'une centrale énergétique. Les étoiles à neutrons, surtout les plus jeunes, possèdent une énergie de rotation colossale et des champs magnétiques extrêmement puissants. Une civilisation ultra avancée pourrait utiliser le pulsar comme un générateur gigantesque. Elle pourrait construire autour de lui une mégastructure,
comme ce qu'on appelle une sphère de Dyson, ou une variante, afin de capter l'énergie de l'étoile. Ces constructions gigantesques, en rotation autour du pulsar, créeraient justement ces perturbations gravitationnelles que nous avons prises pour des planètes. Leur masse correspond d'ailleurs parfaitement au calcul. Une telle source d'énergie pourrait alimenter une civilisation pendant des millions, voire des milliards d'années. Il s'agirait là d'une œuvre d'ingénierie grandiose, érigée par une civilisation pour laquelle les étoiles ne sont plus de simples points lumineux, mais des ressources. Et nous serions alors tombés par hasard sur leur centrale électrique. Mais il existe une autre hypothèse, tout aussi fascinante. Et si ce n'était pas une station, mais un phare? Les pulsars sont des émetteurs parfaits pour toute communication interstellaire. Leurs signaux sont à la fois puissants et stables, et ils peuvent donc traverser la galaxie entière. Si vous vouliez qu'un message soit certainement remarqué, vous ne l'enverriez pas depuis une étoile lambda. Vous choisiriez un pulsar. Peut-être qu'une ancienne civilisation a délibérément placé des objets massifs en orbite autour de ce pulsar. Leur but, moduler son signal. Autrement dit, le modifier selon une loi ou une séquence bien définie. Ces fluctuations gravitationnelles que nous détectons seraient en réalité le message lui-même. Avec notre niveau de développement actuel, nous n'y voyons que de simples planètes. Mais il se pourrait bien que cette séquence contienne de l'information chiffrée, des constantes mathématiques, des lois physiques, ou même une encyclopédie de connaissances complètes. Nous entendons la sonnerie du téléphone interstellaire, mais nous ne comprenons pas encore la langue dans laquelle on nous parle. Ce serait, sans conteste, la plus grandiose bouteille à la mer de toute l'histoire de l'humanité. Les défenseurs de l'hypothèse que les objets entourant PSRB 1257+12 sont artificiels pointent du doigt plusieurs anomalies. Premièrement, la localisation elle-même. Pourquoi ériger quoi que ce soit près d'un pulsar dans une zone de radiation mortelle? La réponse est peut-être simple. Pour une civilisation capable d'une telle construction, les radiations ne sont pas un problème. En revanche, la stabilité et la puissance du pulsar représentent un avantage unique. Deuxièmement, le rapport de masse des planètes. Il semble tout à fait inhabituel pour un processus de formation naturelle. Plusieurs chercheurs ont noté qu'on pourrait y déceler une certaine régularité mathématique, ce qui est étranger au système naturel. Troisièmement, l'unicité du système lui-même. Au fil des années de recherche, nous avons découvert des milliers d'exoplanètes. Pourtant, des systèmes comme celui-ci, avec des planètes orbitant autour d'un pulsar, restent incroyablement rares. Pourquoi ? Serait-ce parce que ce n'est pas un phénomène naturel, mais un artefact isolé? Tout ceci n'est, bien sûr, que pure spéculation. Mais cela nous oblige à réfléchir. Et si ce que nous observons n'était pas ce que nous pensions? Maintenant, redescendons sur Terre et examinons cette question sous l'angle du scepticisme. La science possède un principe fondamental, connu sous le nom de rasoir d'Occam ou d'Occam. Selon ce principe, il ne faut pas multiplier les entités sans nécessité. Plus simplement, l'explication la plus simple qui colle à tous les faits est, selon toute probabilité, la bonne. Dans notre cas précis, quelle est l'hypothèse la plus simple? La première, des planètes orbitent autour du pulsar, s'étant formées à partir du disque de débris laissé par l'explosion de la supernova. Ce processus, bien que rare, obéit aux lois de la physique telles que nous les connaissons. La seconde, une gigantesque mégastructure artificielle érigée par une civilisation extraterrestre inconnue dans un but indéterminé, est en orbite autour du pulsar. Il est évident que la première explication est de loin la plus simple. Elle ne nécessite pas l'introduction d'une nouvelle entité non prouvée, l'intelligence extraterrestre. C'est pourquoi la grande majorité des scientifiques s'en tiennent logiquement à l'hypothèse de la formation planétaire.
Elle est logique, élégante et ne contredit aucun de nos principes physiques établis. Cela ne veut pas dire qu'elle est vraie à 100%, mais tant que nous n'aurons pas de preuve directe du caractère artificiel de ces objets, l'hypothèse planétaire restera l'explication privilégiée. Intéressons-nous maintenant de plus près aux planètes elles-mêmes, ou du moins à ce que nous considérons comme telles. La plus proche du pulsar est Draugr. Elle est minuscule. Sa masse n'atteint que 2/100 de celle de la Terre, ce qui en fait l'un des plus petits exomondes jamais répertoriés. Ensuite viennent 2 planètes plus grandes, Poltergeist et Phobetor. Elles font partie de la catégorie des super-terres, leur masse étant environ 4 fois supérieure à celle de notre planète. Ces 3 mondes sont rocheux, mais la vie telle que nous la concevons y est rigoureusement impossible. Ces planètes se trouvent dans la zone de rayonnement le plus puissant du pulsar. Toute atmosphère en aurait été arrachée depuis longtemps. Leurs surfaces sont probablement bombardées en permanence par des particules de haute énergie. Ce sont des mondes morts, calcinés par la radiation. Si vous vous retrouviez à la surface de l'un d'eux, le ciel ne serait pas noir. Il luirait d'une lumière sinistre et fantomatique, due à l'interaction entre le rayonnement du pulsar et les restes du disque de gaz et de poussière. Et au-dessus de cet étrange paysage, au lieu du disque d'une étoile, planerait un point minuscule et invisible, projetant dans l'espace des rayons mortels. C'est véritablement un paysage digne de l'enfer. L'exceptionnelle nature du système P-SRB 1257+12 continue de fasciner les scientifiques. Son identification a marqué le véritable coup d'envoi de la chasse aux exoplanètes. De nouvelles méthodes de détection ont vu le jour, et des télescopes révolutionnaires comme Kepler et TESS ont été construits. À ce jour, nous avons identifié plus de 5000 planètes orbitant autour d'autres étoiles. Nous avons déniché des Jupiters chauds, frôlant leurs étoiles hôtes. Nous avons mis la main sur des super-terres, des mondes aquatiques et des planètes océans. Nous avons même repéré des planètes similaires à la Terre, nichées dans ce que l'on appelle les zones d'habitabilité. Pourtant, le nombre de planètes autour des pulsars reste extrêmement faible. On ne compte que quelques systèmes officiellement confirmés. Ce constat semble confirmer que leur processus de formation est exceptionnellement rare et nécessite des conditions très spécifiques. Ou bien cela signifierait-il que nous ne cherchons pas au bon endroit, ou pire, que nous ne cherchons pas la bonne chose? Chaque nouvelle avancée en exoplanétologie nous ramène invariablement à ce tout premier, ce système si étrange, et nous force à reposer la même question fondamentale: qu'est-ce que c'est en réalité? Commençons par examiner les arguments pour et contre ces 2 versions. Ce qui plaide en faveur de l'hypothèse planétaire, c'est sa simplicité et sa conformité aux lois de la physique. Nous savons que les disques protoplanétaires existent et que c'est à partir d'eux que les planètes se forment. La théorie de la seconde génération semble donc tout à fait plausible. Cette hypothèse est également étayée par la découverte ultérieure de disques de poussière autour d'autres étoiles à neutrons, ce qui confirme la faisabilité d'un tel scénario. Et qu'en est-il des arguments défavorables? Principalement la rareté statistique de ces systèmes et certaines bizarreries dans les paramètres d'orbite et la masse des planètes. Cependant, ce sont des arguments relativement faibles. Nous en savons encore trop peu sur la formation des planètes dans des conditions extrêmes pour pouvoir affirmer avec certitude ce qui est étrange et ce qui ne l'est pas. Il est possible que ces paramètres soient la norme pour les systèmes de pulsars. Notre échantillon est tout simplement trop réduit pour établir des statistiques fiables. Quels arguments peut-on avancer en faveur de l'hypothèse artificielle, celle de la conception par une intelligence? Le premier argument, l'idée même. L'idée qu'une civilisation avancée puisse exploiter les objets les plus puissants de l'univers pour ses propres besoins.
Utiliser un pulsar comme source d'énergie ou comme balise, c'est une solution d'ingénierie extrêmement logique et même élégante. Ce qui parle également en faveur de cette version, c'est l'apparente non-naturalité ou l'étrangeté du système. Mais il faut admettre que c'est un argument très subjectif. Ayant l'habitude de notre propre système solaire, n'importe quel autre pourrait nous paraître bizarre. Le principal argument contre cette hypothèse, cependant, est l'absence totale de toute autre preuve. À part les anomalies gravitationnelles elles-mêmes, nous n'avons strictement rien d'autre. Pas de signaux additionnels, pas la moindre trace d'activité. Nous ne voyons que la gravité. Or, la gravité est créée aussi bien par les planètes que par d'hypothétiques mégastructures extraterrestres. À une telle distance, nous sommes pour l'instant incapables de faire la distinction. Par conséquent, cette hypothèse, celle d'une intervention extraterrestre, reste du domaine de la pure spéculation. Cette histoire illustre parfaitement le fonctionnement de la méthode scientifique. Nous avons une observation, une anomalie dans les signaux du pulsar. Une hypothèse l'explique, la présence de planètes. Cette hypothèse permet de faire des prédictions, par exemple qu'il doit y avoir d'autres planètes ou qu'un disque résiduel pourrait entourer le pulsar. Les scientifiques effectuent de nouvelles observations pour vérifier ces prédictions. Dans ce cas précis, la découverte d'une troisième planète est venue consolider l'hypothèse. Mais il y a toujours de la place pour des explications alternatives. La science ne dit jamais « ceci est la vérité absolue ». Elle dit plutôt « pour l'instant, c'est la meilleure explication dont nous disposons ». Peut-être qu'à l'avenir, avec l'arrivée de nouveaux télescopes plus performants, nous pourrons recueillir davantage de données sur le système PASRB 1257+12. Nous pourrons peut-être observer les planètes elles-mêmes ou ce qui les remplace. Et c'est alors que nous obtiendrons la réponse définitive. Mais pour l'heure, le mystère demeure. Attardons-nous un instant sur la portée philosophique de cette découverte. Même si ce ne sont que des planètes, leur simple existence est époustouflante. Cela nous révèle un univers capable de former des mondes dans les lieux les plus inattendus, dans des environnements qui semblaient totalement impropres à cela. Des systèmes planétaires qui peuvent, littéralement, renaître de leurs cendres. Cela rend l'univers infiniment plus surprenant et bien plus riche. Mais imaginons juste un instant que ce soit bel et bien un artefact. Cela signifierait que nous ne sommes pas seuls. Qu'une civilisation, quelque part dans les profondeurs du cosmos, existe ou a existé, si puissante qu'elle ait pu maîtriser ou exploiter une étoile mourante. Une telle réalité bouleverserait tout. Notre conception de notre place dans l'univers serait totalement révisée. Nous ne serions plus l'unique espèce pensante. Nous deviendrions simplement un élément parmi d'autres. Et la simple réalisation de ce fait serait peut-être le plus grand accomplissement de toute l'histoire de l'humanité. C'est la raison pour laquelle les scientifiques observent avec une telle ferveur ce point lointain situé dans la constellation de la Vierge. Alors, quel est l'avis des astronomes aujourd'hui? Plus de 30 ans après la découverte, le consensus scientifique demeure. La grande majorité des chercheurs s'accordent à dire qu'Alexander Wolszczan a bel et bien découvert un système planétaire, la toute première de l'histoire. Cette découverte est en soi un exploit capital. Elle a marqué le début d'une nouvelle ère pour l'astronomie, celle des exoplanètes. L'hypothèse d'une origine artificielle des objets est considérée comme hautement improbable et purement spéculative. Elle offre une matière à réflexion intéressante, un peu comme de la science-fiction, mais elle ne constitue en aucun cas une théorie scientifique viable. Pourtant, personne ne met un point final à cette histoire. En science, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a toujours une chance que de nouvelles données nous obligent à revoir nos conclusions initiales. Le système PASRB 1257+12 reste sous haute surveillance.
Et qui sait quelles autres surprises il nous réserve pour l'avenir? Peut-être que le plus grand secret n'a pas encore été révélé. Imaginez la scène. À une distance de 23 quadrillions de kilomètres de nous, un minuscule vestige stellaire ultra-dense est en pleine rotation. Il effectue des centaines de rotations par seconde, balayant le cosmos de ses faisceaux de radiation invisibles. Et autour de ce monstre, au sein d'un crépuscule éternel, 3 mondes morts exécutent leur ronde silencieuse, des mondes nés des cendres, portant des noms de fantômes et de démons. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce une incroyable bizarrerie de la nature, la preuve que des planètes peuvent émerger même de l'enfer? Ou bien s'agit-il d'un monument silencieux, l'œuvre d'une entité incroyablement ancienne et puissante? Une machinerie grandiose, opérant seule depuis des millions d'années? Nous n'apercevons qu'une ombre, une simple ondulation sur le flux parfait des signaux émis par ce pulsar. Et nous tentons, à partir de cette seule ombre, de reconstituer l'objet qui la projette. C'est l'équivalent d'essayer de deviner l'apparence d'un être humain en observant uniquement son reflet déformé à la surface de l'eau. Nous pouvons échafauder des hypothèses, mais la certitude absolue, elle, nous échappe encore. Alors, simple coïncidence ou observation avisée? La réponse, très probablement, se situe quelque part entre les deux. Ce que nous observons, c'est une coïncidence sidérante. Une conjonction de circonstances rarissimes qui a permis la formation d'un système planétaire, là où, en toute logique, il n'aurait jamais dû exister. Cette concordance est si invraisemblable qu'elle soulève inévitablement la question de l'artificialité. Mais tant que nous n'avons pas de preuve du contraire, nous devons considérer cela comme un phénomène purement naturel. Un phénomène étonnant, unique, qui repousse les limites de notre compréhension de l'univers, mais naturel avant tout. L'histoire du pulsar PSRB 1257+12 n'est pas celle des petits hommes verts. C'est avant tout une histoire de curiosité humaine. Celle d'un scientifique qui, ayant remarqué une infime anomalie dans ces données, ne l'a pas écartée comme une simple erreur, mais s'est obstiné à en percer le mystère, et qui, en conséquence, a réalisé l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle. Il nous a ouvert la porte sur le monde des autres systèmes militants planétaires. Quant à ce qui se cache derrière cette porte, qu'il s'agisse de planètes, de mégastructures, ou de quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer, seul le temps nous le dira. Notre voyage vers ce pulsar énigmatique touche à sa fin. Nous avons vu comment, à partir de fluctuations à peine perceptibles dans un signal radio, est né tout un nouveau champ de l'astronomie. L'histoire de la découverte des premières exoplanètes autour de l'étoile à neutrons, PSRB 1257+12, est un véritable polar scientifique. Il y a d'abord eu une énigme intrigante, puis une hypothèse audacieuse que tout le monde a pris pour une erreur. Puis, des années de travail minutieux ont été nécessaires pour prouver qu'ils avaient raison. Et au final, un triomphe qui a changé à jamais notre vision de l'univers. Nous avons compris que les planètes ne sont pas rares, mais qu'elles sont un phénomène courant dans le cosmos, et qu'elles peuvent exister dans les conditions les plus incroyables. Pourtant, l'ombre du doute, l'ombre d'une hypothèse alternative concernant un objet artificiel, plane toujours sur cette histoire. Elle nous rappelle à quel point nous en savons encore peu, et que les découvertes les plus incroyables peuvent déjà nous attendre là où nous nous y attendons le moins. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, à plonger dans les mystères du cosmos. J'espère que cette exploration vous aidera à trouver le sommeil paisiblement. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et partagez absolument vos réflexions dans les commentaires. Selon vous, qu'est-ce qui tourne réellement autour de ce lointain pulsar, des planètes ou autre chose? Bonne nuit et faites de beaux rêves.